La France a procédé à son 3e essai nucléaire. Protestation en Australie, Nouvelle-Zélande, soutien de la Grande-Bretagne. Le chiffre du trou de la sécurité sociale est connu, 64,5 milliards de francs pour 1995. Le chrysanthème, c'est la fleur de saison, il s'en vend 24 millions de pots chaque année. Le premier salon du chocolat pour les visiteurs, il y a bien sûr à goûter, mais aussi à voir. Madame, Monsieur, bonsoir. À 24 heures du référendum historique qui doit dire si oui ou non le Québec reste rattaché au Canada, les sondages indiquent encore une majorité pour l'indépendance. Ces dernières 48 heures ont été marquées par ailleurs par un canular de plus ou moins bon goût. Un animateur de radio canadien s'est fait passer pour le Premier ministre du Canada et il a tout simplement téléphoné à la reine d'Angleterre pour lui demander son aide en faveur du non à la séparation. Bruno Le Dreff. C'est une vieille blague, juste une blague. Pour ce diplomate canadien, il n'y a pas de quoi déclencher un incident diplomatique. L'animateur de radio qui a piégé la reine s'en voudrait d'ailleurs. Contrefaisant la voix du Premier ministre canadien, il parle à la souveraine comme à une vieille amie. Hello? Ah, Prime Minister. Good evening, Your Majesty. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Yes, thank you. Le faux Premier ministre, se souvenant des fréquentes visites de la reine au Canada, lui demande son aide pour convaincre les Québécois de voter non au référendum sur la souveraineté. Well, it sounds as though the referendum may go the wrong way. But we still have some Enchaînant, il lui propose alors d'intervenir à la télévision canadienne. undecided voters. Yes. Do you think you could give me a text of what you'd like me to say? Sure, Bien sûr. Could you fax me a text? Of course, Your Bien Majesty. sûr, Votre I can Majesté. get back to you this evening. Okay. And see how that would go, and then I would probably be able to do something for Oh, you. merci, Oh, thank you. merci, c'est un Thank grand you. plaisir. Great pleasure. Merci, Votre Thank you, Majesté. Your Majesty. Le canular a provoqué une certaine émotion au Palais Royal. Mais ce député conservateur garde le sourire. Cela nous donne une vision moins officielle de Sa Majesté, dit-il. Quant à la presse britannique, elle se déchaîne. Perfide Canadien, pauvre reine. Et ce soir, au palais de la Reine, à Buckingham Palace, à Londres, on se montre tout de même un peu irrité par ce canular, mais avec un sens de l'humour tout à fait britannique. On indique qu'il n'y aura pas de poursuite judiciaire contre l'auteur de ce canular. Plus sérieusement, la campagne électorale se poursuit jusqu'au dernier moment au Canada. Jacques Merlino, Bernard Puissasson. Si lundi prochain le Québec devient indépendant, ce sera en grande partie grâce à cet homme, Lucien Bouchard, chef de l'opposition au pouvoir fédéral. Il se déplace difficilement. Il y a quelques mois, il a dû être amputé d'une jambe. Mais sa volonté est intacte et son courage émeut les Québécois. La souveraineté, on veut le faire dans le sens de l'identité du Québec. On veut le faire dans le sens des aspirations profondes du Québec. On veut construire là-dessus, positivement, sur ce que nous avons de meilleur. Et parmi ce que nous avons de meilleur, il y a la générosité entre nous. Avec Jacques Parizeau, Premier ministre du Québec, il touche la fibre populaire et identitaire. Dans les meetings en faveur de l'indépendance, le public, on le sent bien, est d'origine modeste. Ce sont des Québécois dont la vie n'est pas facile et qui souhaitent, dans un Québec indépendant, garder notamment les garanties de la protection sociale. En phase 2, bien sûr, les anglophones, ils forment 20% de la population, mais aussi les francophones des milieux d'affaires. Les uns et les autres craignent que l'indépendance entraîne une récession économique. À leur tête, le Premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Nous proposons un Québec ouvert et fort dans un Canada uni. Et de fait, la poussée indépendantiste entraîne déjà des turbulences économiques. À la bourse de Montréal, les cours font du yo-yo et les jeunes courtiers ne savent plus s'il faut vendre ou acheter. Des fortunes vont se jouer dans les 3 jours qui viennent. Cette campagne pour la souveraineté du Québec avait commencé dans la bonhomie et un certain scepticisme il y a 2 mois. Personne n'aurait parié $1 sur une victoire du oui. En une semaine, la tendance s'est brutalement inversée. Et l'on sent depuis hier qu'un événement historique de première ampleur peut très bien se produire lundi prochain.
La France a procédé au 3e tir de sa dernière campagne d'essais nucléaires qui devrait normalement en comporter 6. Après l'explosion, les réactions, l'hostilité attendue de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Japon, mais aussi un soutien, celui du Premier ministre anglais, M. John Major. François Cornet. Puissance de ce 3e essai, moins de 60 kilotonnes, l'équivalent de 2 bombes d'Hiroshima. C'est cet engin qui a explosé hier à 13 h, heure de Mururoa, dans le socle basaltique de l'atoll, sous le lagon, à 1000 mètres de profondeur. Un tir souterrain destiné, selon toute vraisemblance, à tester le vieillissement des armes existantes pour en assurer la fiabilité. Avec cette nouvelle expérimentation, on serait donc maintenant à mi-campagne de la reprise des essais français, si l'on se réfère aux propos de Jacques Chirac mardi dernier sur la chaîne de télévision américaine CNN, précisant que la France effectuerait encore 4 essais nucléaires dans le Pacifique Sud. Comme pour les 2 premiers tirs, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont immédiatement réagi. Ce gros porteur d'Air France est bloqué sur l'aéroport de Sydney par les syndicats du transport aérien australien. L'ambassadeur de France à Canberra a été convoqué au département des Affaires étrangères. Même chose au Japon où Jean-Bernard Ouvrieux a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères qui exige une nouvelle fois l'arrêt des essais français. Les militants de Greenpeace ont posté ce matin à Jacques Chirac, depuis la poste du Louvre à Paris, 6 millions de pétitions contre la poursuite des expérimentations. Washington, Moscou, La Haye, Stockholm, Bruxelles ont exprimé leurs regrets à la suite de ce 3e essai. Seul Londres, par la voix de John Major, affirme une attitude compréhensive à l'égard de la France et rappelle que les 2 pays comptent conclure un traité d'interdiction totale des essais nucléaires au 1er semestre de 1996. Un policier a été sérieusement blessé au visage d'un coup de feu la nuit dernière dans le quartier réputé difficile du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. L'incident a eu lieu au cours d'un contrôle d'identité. Le maire de Nantes invite tous les citoyens à aider la police. Le préfet parle d'une affaire grave, mais tout de même d'un acte isolé. Vincent de Guyenne, Pascal Caron. Ce matin, le commissariat de Mantes a reçu la visite du maire. Un maire qui, après une première pensée pour le policier blessé hier soir, laisse éclater sa colère aussi contre l'auteur du tir. Ma deuxième pensée va vers les 44 999 Mantais qui vont souffrir de la présence d'un salopard à Mantes. Et j'en profite pour dire que si ces 44 999 personnes veulent bien aider les forces de police à ce qu'on le trouve, le maire s'en réjouira. Au Val-Fouré, on ne sait pas d'où est parti le coup. Il était 21h15 hier soir, à ce coin de rue. 3 policiers de la BAC, la brigade anticriminalité des Yvelines, contrôlent 5 jeunes qu'ils soupçonnent de détenir du hashish, puis regagnent leur voiture. C'est à ce moment qu'une détonation résonne dans la cité. L'un des policiers s'écroule, touché au visage. Ses collègues l'évacuent aussitôt, direction le commissariat, puis l'hôpital. Une agression de trop pour certains habitants du quartier. Je n'ai même pas un an pour partir. Ouais. Ah ouais, parce qu'on a, moi avec tout ce qu'on entend, la Val-Fouré, les voitures qui sont cramées, tout ça, on a trop peur maintenant. C'est grave là. Je pense que la quartier commence à devenir un peu grave aussi, cette côté ici là. Devant cette inquiétude, le préfet, lui, veut rassurer et souligne le caractère isolé de l'agression. Il ne remet pas en cause la politique que nous développons en matière de sécurité, qui repose sur la prévention, la dissuasion et la répression. Et c'est l'occasion pour moi d'affirmer très clairement, une fois encore, qu'il n'y a pas de zone de non-droit dans les Yvelines. Les 5 jeunes contrôlés par les policiers au moment du coup de feu ont été mis hors de cause. Le sous-brigadier blessé a été opéré dans la journée. La balle entrée par la pommette droite s'était logée dans le cou, entre la trachée et la colonne vertébrale. Mais ces jours ne sont pas en danger. En marge de cette affaire, des statistiques indiquent que la petite délinquance est en régression en France, environ de 8% depuis le début de cette année. L'opération Vigipirate, déclenchée depuis les attentats terroristes de cet été, participe à cette baisse. Thierry Curtet, Éric Georgeot. Voici quelques cibles idéales pour pickpocket, des voyageurs un peu discrets qui patientent en détournant les yeux de leurs bagages. Le lieu y est propice, l'aéroport Charles de Gaulle. Si les passagers connaissent mal l'endroit, ils ne font qu'y passer. Les pickpockets, eux, qui sont très à l'aise. Pourtant, ici comme ailleurs, la délinquance a baissé. Les délits sur la voie publique, les vols à l'arraché, cambriolage, agression, vol de voitures, qui représentent plus de la moitié de la délinquance, ont chuté sur l'ensemble du territoire de près de 6%. Depuis le début de l'année, nous constatons une baisse sensible. Cette baisse sensible a été confortée par l'application du plan Vigipirate. C'est en effet une constante depuis le début du mois de septembre, le déclenchement du plan Vigipirate, la baisse de la délinquance est encore plus nette.
Le plan Vigipirate a incontestablement un effet, bien qu'il ne soit pas conçu pour ça. Le plan Vigipirate, c'est un plan de prévention du terrorisme, puisque au mois de septembre, la chute a été de presque 8% et de 9% à Paris, où bien sûr le plan est activé à un niveau particulièrement élevé. Reste le point noir, la délinquance des mineurs en forte augmentation, près de 17% pour l'ensemble de l'année 94. C'est dans les quartiers en difficulté, les banlieues, que la situation s'est le plus dégradée. Et là, le plan Vigipirate n'a aucun effet. Le pendant du renforcement des dispositifs de sécurité est une augmentation significative du nombre de PV et de contraventions, en tout genre. Dans une interview au journal Le Parisien, Rabat Kébir, considéré comme l'un des plus importants responsables du fils algérien à l'étranger, déclare que la récente déclaration de M. Chirac, qui affirmait que l'aide économique de la France sera conditionnée par le processus démocratique en Algérie, allait dans le bon sens. À propos justement de la situation en Algérie, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Lettres algériennes aux éditions Grasset, l'écrivain algérien Rachid Boujedra, condamné à mort par le fils, se montre très net, très clair à l'égard de ce parti religieux qu'il considère tout simplement comme un parti fasciste. Véronique Tavo, Hervé Poteau. Ainsi donc, le cancer du terrorisme intégriste a atteint la France. Je savais qu'il en serait ainsi, mais je ne voulais pas trop y croire. La lettre 29, écrite au moment de l'attentat du métro Saint-Michel, la dernière du livre de Rachid Boujedra, arrive comme une mise en garde, comme un avertissement, peut-être un peu tardif. Cet intégrisme, lui, l'intellectuel, le romancier algérien, il le connaît bien. Condamné à mort par le fils pour ses écrits, ses prises de position, il n'hésite pas, malgré la menace omniprésente, à continuer un combat qu'il juge nécessaire et essentiel à continuer à vivre dans son pays. Le FI, c'est pour moi un parti politique fasciste. Ça gêne les Français. On pense que le fascisme ne peut toucher que les Occidentaux. C'est bizarre, comme s'il y avait une exclusivité du fascisme sur l'Europe, sur le monde occidental. Nous, monde oriental ou maghrébin, apparemment, nous n'avons pas le droit de dire que nous subissons un certain fascisme. Donc moi je pense que le FI est un parti fasciste, est un parti de la mort, vraiment, du meurtre et de la mort, morbide et mortifère. Est-ce qu'aujourd'hui la solution en Algérie, c'est pas d'essayer de dialoguer avec le fils? Non, pour moi non. On ne dialogue pas avec des égorgeurs, c'est ridicule. Est-ce que j'ai entendu le président Chirac dire qu'il ne dialoguera pas, qu'il ne discutera pas avec les terroristes qui ont mis les bombes à Paris. On ne peut pas dialoguer avec eux parce qu'on n'a pas du tout la même logique. Ils ont une autre logique. Et surtout, leur logique, c'est de ne pas dialoguer, de vous tuer. Si vous ouvrez la bouche, ils vous tuent. Alors, pour Rachid Boujedra, la solution au drame algérien peut être les élections présidentielles de novembre prochain. J'ai beaucoup hésité par rapport à ces élections. Si elles peuvent servir à quelque chose, c'est un déclic démocratique qui peut enfoncer encore plus les intégristes, les terroristes, et en finir un peu plus rapidement avec eux. En attendant de rentrer à Alger, Paris, encore pour quelques jours, le temps d'y respirer un peu et, comme Rachid Boujedra le dit avec un léger sourire, le temps de ressentir ce plaisir de marcher dans les rues sans avoir à se retourner sans cesse. En bref, le DAL, l'association du droit au logement, fêtait cet après-midi à Paris ses 5 années d'existence et d'engagement aux côtés des familles les plus mal logées en France. La fête a eu lieu rue du Dragon. L'association réclame toujours plus de réquisitions. Selon le DAL, 400 000 personnes restent sans logis en France et 5 millions de personnes sont mal logées. La profondeur du trou de la sécurité sociale pour 1995 est désormais connue. La commission des comptes de la sécurité sociale le publiera mardi. Il est de 64,5 milliards de francs. Yannick Letranchant. Le trou de la Sécu n'en finit plus de se creuser. Moins 64,5 milliards de francs, c'est le déficit prévu cette année. C'est 10 milliards de plus qu'en 1994. La branche maladie devrait accuser pour 1995 un déficit de 36,5 milliards de francs. Les dépenses ont notamment dérapé dans le secteur de la médecine de ville, plus 6% de hausse cette année. Les syndicats de médecins avaient pourtant promis de ne pas dépasser les 3%. Les dépenses hospitalières ont également augmenté. La branche vieillesse est-elle en déficit de 14,5 milliards de francs? La famille, moins 13,5 milliards. Seule la branche accident du travail affichera un solde positif. Ce rapport intervient, et ce n'est pas vraiment un hasard, 2 semaines avant l'annonce par le Premier ministre du plan de sauvetage de la Sécu.
Des mesures qui doivent intervenir après une série de forums organisés par le gouvernement dans toute la France. Le but, écouter, dialoguer avec les uns et les autres, les assurés, les médecins, mais les participants se sont souvent montrés sceptiques. On nous annonçait il n'y a pas longtemps encore qu'aucune mesure ne serait prise avant que les forums aient lieu. Et on nous a annoncé l'augmentation du forfait hospitalier et d'autres mesures. Il est certain que chacun donne un peu sa bonne parole, mais il n'y a pas de véritable débat. Jour après jour, le gouvernement s'est en tout cas employé à préparer les esprits à la rigueur. On n'y coupera pas. Si on aime la sécurité sociale, il faut qu'elle continue. On ne peut pas faire de la solidarité à crédit. La purge s'annonce donc sévère pour les comptes de la Sécu. L'objectif, économiser rapidement 30 milliards de francs. Et les syndicats CGT, CFDT, FO, CFTC doivent se rencontrer dès lundi prochain pour évoquer ensemble ce problème du déficit de la sécurité sociale. Le Premier ministre, M. Juppé, a lui-même récemment évoqué le problème des conditions d'achat des grandes surfaces qui pressurent un peu les prix d'achat auprès des producteurs. La nuit dernière, à Bruay, dans le Pas-de-Calais, des producteurs de porc s'en sont pris à un hangar d'une société d'hypermarché. Et puis en Haute-Garonne, ce sont maintenant les producteurs de foie gras qui protestent contre les prix d'achat des magasins Leclerc qui mettent en vente des foies entiers mi-cuits à seulement 210 francs le kilo. Christophe Larocca, Olivier Combe. L'objet du litige, le voici. Un bocal de foie gras mi-cuit affiché à 48,90 francs et que, dans ce Leclerc de Blagnac, le consommateur paye en réalité 1 franc de plus. Mais pour les producteurs de foie gras, 48,90 francs les 125 grammes, cela fait 391 francs le kilo, bien loin des 600 francs pratiqués en général par les conserveries traditionnelles. Dans une récente opération de promotion, un centre Leclerc de la Haute-Garonne est même descendu à 210 francs le kilo. Et là, les producteurs ont craqué. Aujourd'hui, il y a des promotions qui sont scandaleuses et qui vont définir les prix définitivement pour la fin de l'année. Cela veut dire que pour les prochains contrats que nous mettrons en place entre producteurs et entreprises, nous aurons une baisse significative et importante des prix et que les producteurs ne pourront plus tenir. Le syndicat dirigé par Gilles Saran représente la grande majorité des producteurs de foie gras. Tous sont inquiets, comme cet agriculteur qui élève chaque année 1500 canards en liberté dans le Gers. Ces produits, il les vend à la ferme et par correspondance au prix du marché traditionnel. Si les consommateurs se jettent sur des produits à prix cassés, il a peur de perdre sa clientèle. Nous, on connaît notre coût de production, on ne peut pas produire plus bas. Donc, conclusion, ça vient d'ailleurs et je ne sais pas d'où. Car le problème pour les producteurs, c'est que l'étiquette ne spécifie pas l'origine des foies vendus en grande surface. Il suffit qu'un produit ait été conditionné dans le sud-ouest pour qu'il porte la mention foie gras du sud-ouest, alors qu'en fait, le foie peut venir de Hongrie ou de Bulgarie. Une fausse image de marque dont le consommateur n'est pas toujours dupe, même si le prix est un sérieux argument de vente. C'est une question de choix, si on veut de la qualité, on ne va pas chez Leclerc, tout simplement. Ça dépend des salaires, il y en a qui ne regardent pas. C'est tout. Si on gagne assez, on ne regarde pas le prix. Les producteurs réclament un label d'origine, ils devraient l'obtenir dans quelques mois, mais les périodes de Noël et donc 70% des ventes seront passées. Carambolage aujourd'hui sur l'autoroute A10 à la hauteur du péage d'Orléans-Nord. Un mort, un enfant, 11 blessés. La vitesse excessive serait à l'origine de ces accidents en chaîne. Un autocar et 7 voitures ont été prises dans ce carambolage. Le chrysanthème, c'est la fleur de saison, mais c'est aussi la fleur la plus vendue en France. 24 millions de pots chaque année, essentiellement commercialisés à l'approche de la Toussaint. Parmi les grandes régions de production, le Nord, mais aussi le Val-de-Loire. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Aux portes des cimetières, les chrysanthèmes sont de retour. Il va s'en vendre entre 20 et 25 millions de pots en quelques jours. Le chrysanthème reste la fleur de la Toussaint et ne se vend qu'à la Toussaint. Ce sont les fleurs de la Toussaint, ça, qu'il faut respecter. S'il en reste de trop, on a pris un bon bouillon. Dans les champs des horticulteurs de la région d'Angers se dressent des milliers de chrysanthèmes. Ici, on en a cultivé 80 000 pièces et pas moins de 50 variétés. Si les couleurs subissent peu la mode, en revanche, la grosse fleur cède du terrain. La demande évolue. Il semblerait que depuis quelques années, ce type de produit-là que vous voyez là semble de plus en plus se développer et correspondent à un goût des consommateurs, notamment chez les gens jeunes qui vont vers la plante en boule, comme vous le voyez là. Cultivé presque partout en France, le chrysanthème est un produit bon marché, vendu autour de 50 francs. Faible rapport et gros risque, la culture du chrysanthème n'enthousiasme pas les professionnels, mais elle est incontournable.
on possède un nombre de personnel permanent qu'on est bien obligé d'occuper toute l'année. Alors on propose d'autres produits, cyclamen et bruyère par exemple. Un effet de gamme qui permet au marché de la Toussaint de progresser chaque année. Mais le chrysanthème a toujours ses inconditionnels. L'association Vaincre le Sida avait organisé cet après-midi un grand lâcher de ballons rouges sous la Tour Eiffel. 40 000 ballons pour sensibiliser le public à cette maladie. 40 000, c'est le nombre de cas de sida déclarés en France depuis le début de l'épidémie. Marcel Cerdan fut avec Georges Carpentier l'un des deux plus grands boxeurs français de tous les temps. Cerdan mourut tragiquement au cours d'un accident d'avion, c'était en 1949, sur le chemin de la reconquête de son titre mondial en route pour les États-Unis. Originaire de Casablanca au Maroc, sa dépouille doit être ramenée demain matin en France, à Perpignan, où il sera enterré. Jean-Paul Olivier, Pierre Le Petit. New York, 21 septembre 1948, 4 heures du matin. Une nuit blanche pour beaucoup de Français. Cerdan abat l'Américain Tony Zell et conquiert le titre mondial. La France tient son héros. Toutes ces victoires, il les obtient par KO. Mais son titre de champion du monde, il le perd à Detroit, face à LaMotta, qui a payé $20 000 à un mafioso le droit de rencontrer le Français. Cerdan sait qu'il va reconquérir son titre. Le 27 octobre 1949, il s'apprête à s'envoler une nouvelle fois pour les États-Unis. Avec lui embarque Ginette Neveu à gauche, violoniste de talent, premier prix du conservatoire, qui vient de donner un récital à Pleyel. L'avion n'atteindra jamais New York. Le Constellation s'est écrasé sur le pic Rodonta, aux Açores. Demain à Perpignan, la dépouille de Marcel Cerdan retrouvera la terre de France. La France qui ne l'a jamais oubliée, la France où il est élevé au titre de héros et où une exposition, à Perpignan même, perpétue sa mémoire. À l'époque, c'était un mythe pour la presse entière. Et quand il est mort, ça a été un deuil national, je me rappelle très bien. Et quand je l'ai appris par le journal, et je me rappelle, toujours, ça m'a resté un souvenir inoubliable, ça. Encore aujourd'hui, des fois, je pense encore dans ces soldats. Je crois que malgré tous les champions du monde qu'on a eu depuis, il restera toujours, peut-être pas le meilleur, mais je crois que c'est celui qui a marqué le plus une époque. Le bombardier de Casablanca, demain, appartiendra à nouveau au sol français. Nous évoquons régulièrement, nous l'avons encore fait ce soir, les problèmes de l'insécurité en France qui n'ont heureusement rien à voir avec ce qui se passe dans des pays comme le Brésil. Dans une ville comme São Paulo, par exemple, tout ce que la ville compte de personnalités ou encore de chefs d'entreprise se doit d'être sévèrement protégé. Philippe Biescaz, reportage. C'est un enlèvement, ou plutôt une reconstitution d'enlèvement, avec ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Un cours où les élèves changent la plume pour le 38 spécial. C'est qu'ici à São Paulo, l'enlèvement est à la mode. C'est relativement peu dangereux et ça rapporte gros. Principale victime, les hommes d'affaires, et pour cause. Wagner Abranches, directeur de société, son chauffeur et son garde du corps font partie de ceux qui n'ont pas l'intention de se rendre. On va leur apprendre ici comment se défendre. Jour de pluie, route glissante, à bord de sa Fiat blindée, Wagner et son équipe sont mis dans toutes les situations possibles. Mais ce n'est pas facile de faire déraper un tank. Regardez. Ceux d'entre nous qui se sentent en danger ont des véhicules blindés. Nous avons des gardes du corps spécialisés en attaque et défense qui nous accompagnent dans nos déplacements. Avec ces précautions, nous nous sentons un peu plus tranquilles. Les entreprises de sécurité fleurissent au rythme de la violence. Celles-là fabriquent des voitures blindées, infaillibles paraît-il. Secret de l'invulnérabilité, le LexGuard, un polycarbonate où s'enlisent les plus gros calibres. D'autres entreprises forment des agents de sécurité. Il y en a plus de 300 rien qu'à São Paulo. Certaines, comme ici la Pires, ont plus de 11 000 fonctionnaires, tous entraînés à la Rambo. Une véritable police parallèle qui se charge du travail que la police d'État, discréditée, n'est plus capable d'assumer. Ce n'est pas une paranoïa, ça participe de l'équilibre individuel, psychologique des personnes ici à São Paulo.
compte tenu du milieu dans lequel nous vivons. À la maison, c'est pour l'homme d'affaires le repos du guerrier. Grilles, miradors, gardes privés, portes blindées elles aussi, on ne dort pas tranquille. Mais malgré cette débauche de technologie, certains nostalgiques font confiance au bon chien de garde, le seul véritable ami de l'homme. Pour une toute autre raison, voici maintenant un homme qui n'a vraiment peur de rien. C'est un Canadien, Mr. Cochrane, qui vient de traverser sur un fil métallique le plus célèbre fleuve chinois, le Yangtze-Kiang. 50 minutes pour effectuer les 300 mètres de traversée, à peu près à 640 mètres au-dessus des eaux du fleuve chinois, avec 80 000 personnes qui avaient payé pour venir l'applaudir. Voilà, c'est fait. Il y avait foule également, mais cet après-midi à Paris pour toute autre chose, en fait pour accéder à un salon vraiment inattendu, le premier salon du chocolat. Geneviève Moll, Bernie Mériot. Non, ce n'est pas la file d'attente pour l'exposition Cézanne. C'est seulement celle pour le premier salon français du chocolat, un triomphe. Et pour faire patienter la foule, les hôtesses distribuent la friandise favorite de 2 Français sur 3. Quel chocolat tu aimes, toi? Chocolat blanc. J'aime le chocolat noir. Et amer de préférence. Noir en général, madame. Au lait. Qu'est-ce que ça fait le chocolat? Ça me déstresse. Ça fait des effets aux dents. Un moment de bonheur. Oh, ça me dynamise. Est-ce que c'est un aphrodisiaque pour vous? Peut-être. Peut-être. Et oui, le chocolat c'est tout cela, du magnésium, du potassium, des oligo-éléments. Mais c'est surtout un moment de plaisir. Et dans ce salon, il y en a pour tous les goûts. Du noir à 61% de cacao amer et onctueux qu'on mange à toute petite dose. Et puis, transformé chez Pelletier en cette pâte onctueuse, il va enrober la nougatine pour en faire de succulentes grenadines. Ou ces multiples friandises, toutes plus tentantes les unes que les autres. Mais le clou du salon, c'est chez Poilane. Tous les souvenirs de l'enfance dans cette tartine beurrée, largement saupoudrée de paillettes de chocolat. Quelle idée ce salon en ce moment. J'avais envie de faire rêver les Français dans une période qui est un petit peu morose. Et au début de l'hiver, enfin de la saison, le mois d'octobre, c'est le début de la saison du chocolat. Alors allez-y, croquez. Et dites-vous si on vient de vous quitter, par exemple. Pain de perdu, 10 chocolats de retrouvé. Un peu d'histoire maintenant. Il y a 180 ans, très exactement, avait lieu la bataille de Trafalgar, bataille navale au large de l'Espagne, perdue par les Français, gagnée par les Anglais. Voilà pour l'histoire. Son héros, l'amiral Nelson, qui reste aujourd'hui l'une des figures les plus populaires de l'histoire anglaise. À Londres, l'amiral Nelson a sa statue, en haut d'une colonne, comme un défi éternel à son ennemi mortel, Napoléon Ier. Bernard Lebrun. Du haut de sa colonne, il domine Trafalgar Square, l'amiral Horatio Nelson, l'homme le plus haut de Londres, car le plus grand, dans le cœur des Anglais. Sa gloire, il l'a conquise ici, au large de l'Espagne, en baie de Cadix, au prix de sa vie. Nous sommes le 21 octobre 1805, la flotte franco-espagnole de l'amiral Villeneuve perce le blocus anglais. Mais elle est rattrapée, puis écrasée au large du cap de Trafalgar par la flotte de l'amiral Nelson. Cette reconstitution graphique relate bien mal l'une des plus terribles batailles navales de tous les temps, alors que dans ce tableau du peintre Turner, on en saisit toute la violence. 60 vaisseaux, 11 frégates engagées, 7000 morts côté vaincus, 1540 chez les vainqueurs, dont leur commandant en chef. En Angleterre, la victoire tourne au drame national. Avec les nouvelles de Trafalgar, on a trouvé des hommes qui pleuraient dans les rues de Londres. Pas pour la victoire, mais pour la mort de Nelson. Pour une fois, la reine Elisabeth a exceptionnellement prêté au musée de la Marine ce très précieux coffret. Il contient la balle du mousquet français qui a coupé en deux la colonne vertébrale et la moelle épinière de l'amiral Nelson. Mort, sa gloire devenait immense et le demeure, comme le prouve cette incroyable collection d'objets à son effigie. Cet irréductible ennemi de Napoléon, profondément mystique, qui disait haïr les Français comme le diable, avait déjà perdu dans les batailles un œil au large de Calvi, puis son bras droit à Tenerife. Martyr de la suprématie maritime britannique, Horatio Nelson incarne d'abord pour les Anglais l'héroïsme militaire. C'est presque un devoir national qu'on a ici une galerie, une exposition de Nelson tout le temps.
Et puis il y a Lady Hamilton, le grand amour de l'amiral, qui aujourd'hui encore interpelle des centaines de spécialistes. Premier des héros romantiques contemporains, Horatio Nelson, plus que Wellington, est bien le pendant de son ennemi. Il est à l'Angleterre ce que Napoléon est à la France. Voilà, dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet. Dimanche maussade avec des températures en baisse. 20h50, faites la fête au cinéma avec Michel Drucker. 23h05, la boxe, championnat d'Europe des poids plumes. 0h25, le journal de la nuit avec Sophie Jouve. Demain à 12h, polémique de Michel Cotta avec Jean Arthuis, le ministre de l'économie et des finances. Quant à nous, on se retrouve demain à 13h. Au revoir, excellente soirée sur notre chaîne.